sont, comme nous expliquait Philippe, qui viennent de très loin. Mais avant de ça, on peut se rappeler notre histoire à nous. Et on a la chance d'avoir Marco Cacao, qui est professeur d'histoire et de géographie, italien aussi, parce qu'on est en train d'émigrer à beaucoup ici. Et il avait préparé des très intéressantes images. Tu veux bien te mettre avec nous? Il avait préparé une présentation impeccable, super professionnelle, mais là, on est au consulat italien, donc un petit peu comme si on est en Italie. Donc les choses ne marchent pas tout le temps parfaitement, mais on a beaucoup de créativité pour changer les choses. Et malheureusement, on ne pourra pas avoir les vidéos, les présentations, mais Marco nous amène un peu à penser la relation de la Calabre avec son histoire, de où on vient. Ouais. En fait, je suis prof d'histoire géo à la section internationale italienne à Manosque. Une nouvelle section italienne là-bas. À Marseille aussi, vous avez Marseille Vert. Donc, si vous avez des enfants qui parlent italien, pensez à... Vous m'entendez? Oui. Si vous parliez plus fort. Non, je disais que je travaille à Manosque, où il y a une section italienne internationale, et sur Marseille, vous avez Marseille Vert. Si vous avez des enfants qui parlent italien, pensez à les inscrire. Bon, voilà. Alors, moi, je vais préparer, comme a dit Serena, des diapos, mais il faut un peu imaginer. Donc, faute de temps, on peut voir un peu la géo en général de la Calabre et un peu l'histoire. Alors, comme vous savez, la Calabre, c'est une des extrémités de la péninsule italienne, entre la mer, c'est un peu difficile à prononcer pour moi, Tyrrhénienne et la mer Ionienne. Et il y a une forte, la morphologie, la géographie de la Calabre, il y a une forte présence de la montagne, et à l'intérieur, on retrouve la partie finale des Apennins. Au nord, il y a le massif du Pollino, son hauteur c'est 2267 mètres, qui fait encore partie de l'Apennin Lucano, donc ça vient du nord. Et au sud, il y a l'Apennin qu'on appelle l'Apennin Calabro, où on retrouve la Sila, c'est presque 2000 mètres, et les Serres, c'est 1200 mètres. Et après, il y a l'Aspromonte, c'est plus ou moins 2000 mètres. Et au niveau de la végétation, la Calabre, c'est très intéressant, parce qu'il y a des bois un peu partout, surtout dans les Pollino, sur la Sila et sur l'Aspromonte. Et en raison de la morphologie, je ne sais pas si quelqu'un a été déjà en Calabre, il n'y a pas d'infrastructure, les liaisons sont très dures, c'est très difficile, parce que c'est une région très difficile pour ce qui concerne l'accès. C'est une région très difficilement accessible. En fait, il n'y a que les 10% de territoires qui sont des plaines, tout le reste c'est des montagnes ou des collines. Et du coup, les zones les plus peuplées sont celles des côtes. Et les réseaux des infrastructures, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile. Voilà. C'est pas du tout développé dans les pays, donc il faut avoir une voiture. Et une particularité de la Calabre, c'est celle qu'on appelle la présence des marines. C'est-à-dire les marines sont des lieux, des anciens ports qui sont rattachés à la ville principale, qui est loin du port. Et au fur et à mesure du développement du tourisme ou du commerce, il y a les marines qui sont plus développées que la ville. Donc par exemple, il y a un cas très connu, c'est Ciro Marina. C'est une marine de Ciro. Voilà. Et pour ce qui concerne l'économie de la Calabre, c'est une région un peu faible, c'est une des régions les plus pauvres d'Italie. Mais quand même, il y a une place de l'agriculture qui est très importante. Et normalement, une place importante est prise par la culture du blé, des oliviers, des vignes et des agrumes. Il y a une particularité en fait en ce qui concerne les agrumes, parce qu'il y a j'avais des photos maintenant, c'est pas grave, vous imaginez, vous n'avez pas du mal à imaginer un citron. C'est un gros citron qu'on appelle le bergamotto. En français, on dit la bergamote. C'est les fruits du bergamotier. Ça, c'est très intéressant parce qu'il est cultivé uniquement en province de Reggio Calabria. Et ça amène aussi une industrie. Voilà. On a dit déjà que les industries ne sont pas très développées en Calabre. On va dire qu'il y a l'assistance de l'État. Donc tout le monde travaille pour l'État, c'est le secteur tertiaire, comment on dit, tertiaire.
Et sinon, il y a le tourisme qui marche très bien, même s'il y a un peu de problèmes de communication, mais il y a pas mal de touristes qui arrivent en Calabre. En vertu, bien sûr, de la beauté de la nature, mais surtout en vertu de son patrimoine artistique et historique, qui est très riche, comme on verra d'ici peu. Et, bon, moi, je me suis dit, comme ici, il y a la langue provençale, c'est un peu étonnant, mais en Calabre, on parle provençal. C'est-à-dire qu'en Calabre, il y a des minorités linguistiques. Il y a la langue albanaise, qui est parlée dans les petits centres, le grec, bien sûr. Il y a un petit village qui s'appelle Guardia Piemontese, où on parle le dialecte provençal. Parce que Piemontese, ça vient du Piémont. Et voilà, parce qu'il était, je ne sais pas comment on dit en français, c'était les Valdesi. C'était Pietro-Valdo de Lyon, je ne sais pas comment on dit. Vaudois. Les Vaudois. Les Vaudois. Les Vaudois. Et donc ils sont émigrés en Calabre, ils sont installés, ils ont vécu sur des montagnes, ils sont un peu isolés du reste de la région. Et là on parle encore le provençal. Moi je viens des Pouilles, et même dans les Pouilles il y a un petit village qui s'appelle Faeto, c'est la province de Foggia, où on parle le provençal, pour la même raison. C'est les Français, les Piémontais qui étaient échappés de la persécution. Donc, voilà. Alors, là c'est très intéressant parce que la Calabre, avant, le nom Italie, ça vient de Calabre. C'est-à-dire qu'avant, la Calabre s'appelait Italie. Et c'est pas n'importe qui nous le dit, c'est Aristote. En fait, dans son œuvre, la politique, il dit que cette région-là, elle a été colonisée, elle a été conquise par un roi qui s'appelait Italo. Et donc, il a nommé cette région-là Italia. Donc, ça veut dire, bien sûr, les pays de Italo. Mais après, comme disait tout à l'heure Filippo, le nom Calabre, c'est en l'époque byzantine qui ont dit ça, parce qu'en fait, avant la Calabre, c'était les Salentes, si je ne me trompe pas. Comme les Byzantins ils avaient vécu cette région très importante, ils ont changé de nom. Comme ça, c'était un peu moins de déception. Bon, alors, le nom Calabre, ça vient du grec, c'est Kalon-Brion. Kalos en grec, ça veut dire bien, super. Et ça veut dire une terre où il y a une abondance de ressources. C'était une terre très riche. Mais aussi en grec on l'appelait Ausonia. Ça vient du nom du mot grec auxo, ça veut dire l'abondance. Donc voilà, c'est un peu le contraire qui se passe aujourd'hui. L'époque antique c'était différent. Et voilà. Donc en raison de la position privilégiée au milieu de la Méditerranée, la Calabre était depuis toujours une terre de transit et de rencontre de plusieurs populations. Les premières traces de l'homme, ça monte, c'est au paléolithique, c'est-à-dire à peu près 9000, comment on dit 9000 ans. 9000 ans. En fait, il y a une grotte, j'avais sur le diaporama, j'ai oublié le nom, où en fait il y a un graffiti que c'est les taureaux. Ça remonte à cette époque-là. Et ça, c'est le symbole de la Calabre. C'est Grotta di... J'ai oublié le nom. Mais si vous voulez, je vais vous envoyer le diaporama par mail, si vous intéresse. Je le passe après. Alors, les peuples les plus importants qui ont habité la Calabre. Hein? La grotta del Romito. Voilà, c'est ça, la grotta del Romito. Eh bien, c'est très bien fait le tour aussi. C'est des artistes qui Calabre. Alors, parmi tous les peuples qui sont passés, hein? C'est duro, c'est le tort qui est extinto. Ouais. Mettait une tente à 2 mètres à Garenne, c'est-à-dire que les jambes de taureau, ici. Ouais. Et dans l'époque romane, était fini. Ok. Alors, je disais que parmi tous les peuples qui ont habité la Calabre, les plus importants avant les Grecs, ils s'appelaient les Bruzzi. C'était un peuple belliqueux qui s'opposait aux Grecs et puis aux Romains. Donc la Calabre était tout le temps partagée en deux. Il y avait la partie magno-grecque, c'est la Grande Grèce, et la partie un peu plus sauvage, c'était les Bruzzi. En fait, on a parlé de la Grande Grèce, c'est-à-dire la Magna Grecia. En fait, entre le 8e siècle et le 5e siècle, les Grecs sont arrivés en Calabre. Ils ont donné la naissance à une des plus raffinées civilisations de l'époque antique. C'est la Magna Grecia, de l'italien, c'est Grande Grèce en français. En fait, il y avait une citation d'Ovide dans son œuvre Les Fastes. Il dit qu'il fut un temps où l'Italie ne fut que la Grande Grèce. Donc il unifiait toute l'Italie avec la Grande Grèce. Et les villes principales de la Grande Grèce furent Reggio Calabria, c'est tout à la fin. Et après, il y a Crotone, Locri et Sibari. Sibari, c'est une ville que je ne n'existe plus.
il y a la marina de Sibari, je pense, mais c'est un peu pour les touristes, il n'y a rien à voir. Là, il n'y a rien à voir, il y a les ruines. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en français, vous connaissez le mot Sibarite, j'imagine. En italien, il y a le mot Sibarita. Et en fait, Sibarite, ça vient de la ville justement de Sibari. Parce que Sibari, c'était la ville du luxe et du plaisir. Et en fait, je suis allé voir sur Larousse, et Larousse dit que Sibarite en français, ça veut dire quelqu'un qui recherche des plaisirs raffinés et une existence passée dans le luxe. Donc ça vient de la ville de Sibari. Et en fait, il y a une autre chose, c'est-à-dire qu'il était en guerre contre Crotone. Et en fait, c'était Pythagore qui avait dévié le cours d'un fleuve pour le faire noyer la ville de Sibari. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à Sibari. Et oui, on a parlé de Pythagore tout à l'heure. Bah, tout le monde, et Pythagore, il était en Magna Grecia. Pythagore, tout le monde le connaît. C'était un philosophe et mathématicien. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Zaleucus, en italien, en français c'est Zaleucus, qui apparemment aurait été le premier qui a inventé la loi. C'est-à-dire, avant la loi c'était transmis d'une façon orale. Lui c'était apparemment, c'était un peu comme Solone, c'est un personnage imaginaire mythique. C'est lui le premier qui a donné comme norme une loi écrite. Et le premier a fixé dans le texte de la loi la peine encourue, précédemment laissée à la discrétion du juge. Donc c'est lui qui a inventé la Constitution, après bien sûr. Mais celui qui dit qu'il fallait fixer à l'écrit des lois. Alors comment c'était à l'oral. Après il y a Noside, c'est une poétesse, en français on dit Nossis, une poétesse grecque qui était reprise par un français, c'est André Chénier. Donc il écrivait un peu de bucolique, je pense, la façon de Noside. Et après il y a Philolao, on dit en italien, en français c'est Philolaos, c'est-à-dire c'était un disciple de Pythagore, c'est quelqu'un qui avait imaginé, avait supposé, il avait conçu la théorie hélicentrique, qui était après reprise par Galiléo. C'est déjà un disciple de Pythagore qui avait fait ça. Et après il y a aussi Hérodote, l'historien qui est passé par la Calabre, et Empédocle, qui a vécu en Calabre. Donc, à ce moment, en Calabre, il y a deux peuples. Il y a les Bruzzi, un peu les plus sauvages, et les Grecs d'Occident, on l'appelle comme ça. Et cette opposition, on la retrouvera et restera pendant un des plus importants événements de l'Antiquité, c'est-à-dire la deuxième guerre punique. La période où à Rome, à tout moment, on entendait le cri Hannibal ad portas, c'est-à-dire Hannibal, il est en train de rentrer à Rome. On est dans le 3e siècle et on parlait d'Hannibal, chef carthaginois. Et la Calabre, on a dit que c'était partagé en deux. Il y avait les Bruzzi, les sudeurs de liberté, donc du coup ils rejoignent le côté d'Hannibal, parce que vous savez qu'Hannibal, le problème pour Rome, c'était qu'il avait trouvé pas mal d'alliés, surtout dans le sud de l'Italie. Et il y avait les villes de la Magna Grecia qui sont restées fidèles à Rome. Et les Bruzzi, c'était pas tout. Après la révolte de l'esclave Spartacus, les Bruzzi, il était allié avec lui. Et donc, après la défaite de Spartacus, Rome, il a profité pour détruire ces peuples-là. En fait, ils furent définitivement vaincus. Et les villes de la Magna Grecia furent partie intégrante de l'Empire romain. Du coup, Cicéron, en 44, il déclare, 44 avant Jésus-Christ bien sûr, déclare la Magna Grecia est désormais détruite. Donc ça fait partie intégrante de Rome. Après la fin de l'Empire de Rome, la Calabre fut terre de conquête des populations barbares, jusqu'à devenir en possession, on l'a dit tout à l'heure au sujet de la Lyra, de l'Empire byzantin. Et c'est à ce moment que notre région, on l'a dit, prend le nom de Calabre. Comment ça s'appelait Italie? Nom qui jusqu'à ce moment, on dit que les salentes. Les salentes, c'est la partie finale des pouilles, il y a les talons. Et avant, c'était ça le nom de la Calabre. Après, on a changé. La Calabre, après la conquête des Byzantins, était un important rempart contre les Arabes de Sicile, parce qu'il y avait les Arabes en Sicile qui essayaient tout le temps d'arriver en Calabre. Donc c'était le dernier rempart de l'Empire byzantin. Et aussi par les Lombards. C'était un peuple barbare qui venait du nord de l'Italie et s'était arrêté à Benevento, près de Naples, près de Benevento. Mais aussi, c'est une chose aussi intéressante, ce n'est pas une région de guerre, mais c'est aussi une région de méditation. C'est-à-dire que des prières aussi, parce qu'à fur et à mesure que les Arabes, les musulmans, ils avançaient dans le Moyen-Orient et en Grèce aussi, chez la Grèce, il y avait des mois qui arrivaient en Calabre.
et sur les côtes des Pouilles, sur les côtes du sud de l'Italie. Et c'est grâce à eux qu'on connaît un peu les maths, et surtout la philo d'Aristote et Platon. C'était les Arabes qui l'avaient traduit et sauvé la destruction ça. Et donc, ils ont créé pas mal de monastères, c'était des ermites. Donc, il y a pas mal en Calabre des monastères qui remontent à cette époque-là. Et aussi, ils ont laissé un des plus. Il y avait la photo, c'est dommage parce que c'est très bon. C'était un code, on dit en français, un code de codice miniati, qui s'appelle Codex Purpureus. Donc, il y a ça. Donc, et aussi, on voit que l'histoire de la Calabre, elle est toujours partagée entre la volonté de conquête des populations arabes et la volonté de défense des Byzantins. En fait, il y a eu un historien qui a dit, qui se demandait pourquoi la Calabre, c'est une région un peu développée. Il a dit que la Calabre a souffert à cause de l'usure de deux impuissances, c'est-à-dire celle des Arabes qui n'ont jamais arrivé à la conquérir et celle des Byzantins qui n'ont jamais su la défendre. C'est pour ça, c'est une région. Alors, faute de temps, comme il faut être un peu rapide, on fait un saut de plusieurs siècles pour arriver au IIIe siècle, époque où la Calabre, après avoir été dominée par les Normands et avoir été rattachée au royaume de Naples, retrouve sa prospérité grâce à celui qui nous appelait Stupor Mundi, c'est-à-dire la stupeur du monde. On parle de Frédéric II du Saint-Empire. C'était un empereur qui, en 1222, a fait don du trésor le plus connu en Calabre. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé la traduction en français, en italien on l'appelle Stauroteca. La Stauroteca, en bref, c'est une croix en or et émail qui apparemment contient une relique de la croix du Christ. C'est très, très bien fait, c'est la relique la plus importante, la plus connue de la Calabre, et on peut la retrouver aujourd'hui à Cosenza, elle est là-bas. Après Frédéric II, on a eu les Anjeux, les Aragonais, et avec eux, la Calabre a connu une période de décadence. C'était les Français, c'était les Espagnols. Et cette décadence économique, elle est continuée avec les Bourbons d'Espagne. Après, il y a eu une petite parenthèse de développement avec les Français, avec Joseph Bonaparte, les frères de Napoléon, et surtout avec Joachim Murat, qui pendant on est la première année du 19e siècle, je pense que c'est entre les 1802 et 1808. Et après la Restauration, il y a eu les Bourbons d'Espagne qui ont ralenti encore le développement de cette région. Et donc cette région qui apparemment, sous les Bourbons, il n'y avait pas une grosse économie, c'était déjà une terre d'émigration. Donc il y a eu pas mal d'émeutes contre les Bourbons. Et cela a amené en 1860, donc pendant le Risorgimento, vous savez, c'est les procès culturels aussi, les processus militaires, qui a amené l'unification italienne. Donc en 1861, la Calabre fait partie du royaume d'Italie. Mais ce n'était pas tout, parce que cette situation économique désastreuse a amené pendant les 1801 et 1806 un phénomène qui s'est un peu diffusé. Moi j'ai venu du sud de l'Italie, donc on connaît un peu mieux ça. Le phénomène du brigantisme, je pense. Oui. Brigantage. C'est-à-dire le brigantage. Il y avait pas mal de paysans surtout qui se sont, rebellés au Piémontais, qui avaient mené l'unification de façon militaire aussi. Et voilà, donc depuis l'unification italienne, quand même la situation économique calabraise n'a pas changé. Ça reste quand même une région de forte immigration. C'est une constante dans l'histoire calabraise. On peut retrouver les communautés calabraises aux États-Unis, bien sûr, en Australie, au Canada, mais aussi en Allemagne, surtout. Vous avez vu, il y a eu un massacre de Duisburg, ça fait un moment, parce que malheureusement la mafia calabraise qui s'appelle Andrangheta, c'est la plus grosse mafia au monde. Moi j'ai une amie à moi qui est journaliste pour la RAI en Calabre, et me disait que c'est très difficile. Il y a les mafieux napolitains, c'est un peu dans l'apparence, ça se voit que c'est un mafieux. Il y a les Siciliens qui sont un peu plus discrets, il y a les mafieux de la Calabre, on ne voit pas du tout, on dirait que c'est un peu, c'est un paysan. C'est très difficile même avoir des informations. Donc voilà, malheureusement j'avais amené des photos très belles, mais voilà, je vous envoie un mail avec la présentation. Donc je vous souhaite de passer un moment en Calabre parce que c'est vraiment une région magnifique. C'est très très belle. Il y a de l'histoire, on mange très bien.
Et si vous aimez les piquants, il y a le festival del peperoncino à Diamante. C'est très bon, on mange très bien. Donc merci à Serena et Philippe de m'avoir invité. Et voilà. Bonne soirée.